Alors, bonjour, messieurs, dames, et c'est encore moi pour une énième fois. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le module 5 du cours sur la planification du développement durable. Et une fois encore, je vais commencer par une citation d'un penseur français qui dit que l'être humain est ainsi fait que les catastrophes demeurent le meilleur moyen de l'émouvoir. Et puisque ce cours va porter sur le module planification et résilience, les leçons apprises de la crise de la COVID-19, et qui, comme vous le savez, est toujours d'actualité puisqu'on n'est pas encore sorti de cette crise-là. Donc, l'idée de ce module, c'est de voir un peu comment est-ce que les pays africains ont géré cette crise, continuent de la gérer, et quelles sont les leçons qu'ils ont pu en tirer. Et sur la base de ces leçons, de voir comment aborder la résilience au niveau de la planification d'une façon générale. Et donc, à travers son intégration dans les documents programmatiques en particulier. Alors, ce module va être présenté en deux grandes parties. La première qui va nous entretenir sur comment les pays africains ont réagi face à la COVID-19 et deuxièmement, comment intégrer la résilience dans les cadres programmatiques, bien sûr, en utilisant la planification basée sur les finalités et les livrables. Donc, la première partie va se dérouler en deux sections. La première examinera les mesures prises par les pays africains pour faire face à la crise de la COVID-19. Et la deuxième abordera les conséquences des mesures de restriction qui ont été prises par les différents pays. Alors, au déclenchement de la crise de la COVID-19, les pays ont pris trois groupes de mesures dont l'intensité pourrait varier d'un pays à l'autre. Le premier groupe de mesures, c'est la prise en charge des malades de la COVID-19. Le deuxième, consiste à circonscrire la propagation de la contamination dans les pays. Et puis, le troisième groupe de mesures a consisté à fermer les frontières pour empêcher l'entrée de personnes porteuses du virus, mais en même temps pour éviter évidemment que la maladie se propage davantage en fermant les frontières aériennes en particulier. Alors, quelles sont les conséquences des mesures de restriction prises? Alors, sur le plan macroéconomique, ces mesures ont, disons, j'allais dire, ces conséquences se traduisent par des chocs de l'offre et de la demande qui ont affecté l'économie mondiale et qui évidemment n'ont pas épargné les pays africains. Le deuxième groupe de conséquences concerne la baisse drastique des recettes fiscales du fait de la baisse non moins importante de l'activité des entreprises. Le troisième groupe de conséquences concerne les difficultés des pays à servir la dette publique, ce qui a amené la plupart de ces pays à demander la remise de cette dette-là, ou une grande partie en tout cas, ou un moratoire sur son service. Sur le plan sanitaire,
on a craint de possibles effets d'éviction de la COVID-19 vis-à-vis des pathologies classiques, c'est-à-dire que les infrastructures, les lits, les places dans les structures, dans les formations sanitaires pourraient être totalement prises d'assaut par les malades de la COVID-19, qui ferait que, d'une certaine façon, les malades du paludisme, de la tuberculose et des autres maladies non transmissibles pourraient manquer de place. On a aussi craint, et ça c'est une réalité, mais qui reste à documenter, que les populations soient réticentes pour fréquenter les formations sanitaires et de se lancer dans l'automédication qui pourrait donc engendrer l'aggravation de leur cas. La même réticence a été un peu crainte de la part des femmes enceintes qui pourraient reporter leur visite de routine et rendre par la suite leur grossesse plus difficile. Sur le plan social, on a craint de possibles retards dans les programmes scolaires. On a vu que dans beaucoup de cas, les pays se sont rapidement adaptés en adoptant là où c'est possible avec l'appui du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, avec la mise en place de l'enseignement à distance chaque fois que c'était possible. On a aussi des soupçons de l'accroissement de la pauvreté du fait des difficultés du secteur informel prépondérant dans les économies des pays africains, où on a beaucoup de petits commerçants, des vendeurs à la sauvette, et qui, dans beaucoup de cas, ont souffert des mesures de confinement qui ont été prises par certains pays du continent. Et également, toujours sur le plan social, on avait des craintes d'insécurité alimentaire, mais tout ça, c'est des choses qu'il va falloir documenter et lorsqu'on aura un peu de recul par rapport à la pandémie. Alors, contre ces différentes conséquences, les pays ont pris quand même quelques mesures d'atténuation. Et pour les pays qui ont déjà eu l'expérience de gestion d'épidémies telles que la fièvre Ebola, ces expériences ont été très utiles pour rapidement organiser la riposte. Et il y a eu aussi des mesures intelligentes qui ont été prises par certains États et qui ont pu permettre aussi d'éviter les conséquences, ou une partie en tout cas des conséquences évoquées tantôt. Et finalement, excepté le cas de quelques pays, notamment l'Afrique du Sud, la pandémie n'a pas connu les effets dévastateurs que l'on a redoutés au début donc, de la pandémie. Et sur le plan social, l'atténuation de l'impact de la pandémie sur le secteur informel et des risques d'explosion était aussi due notamment grâce à l'allègement des restrictions au mouvement des populations et dans certains pays par la mise en place de filets sociaux et des aides directes aux petits artisans. Dans la plupart des pays, on a aussi assisté à l'allègement de la fiscalité et sur la plupart des entreprises et à la mise en place de subventions aussi dans certains cas au secteur privé. Et tout ceci a permis de limiter la faillite des entreprises. Sur le plan scolaire, on a noté aussi l'adaptation des enseignements à cette nouvelle donne
à travers l'organisation des examens en tenant compte des restrictions sanitaires, et ce qui a permis de sauver dans la plupart des pays l'année scolaire. Mais globalement, on estime que la pandémie a très probablement, une fois encore, il faut des études pour le démontrer, qu'elle a très probablement accru la pauvreté et aggravé les inégalités. Aujourd'hui, c'est bien documenté par le FMI que la baisse de la croissance a été limitée à 3,2% pour 2020 et les perspectives pour 2021 font état d'une croissance à la hausse de 3%. En termes d'enseignements tirés de la gestion jusqu'à présent de la crise qui, je le souligne, se poursuit, on a pu noter que l'absence de protection sociale pour une majeure partie de la population opérant dans le secteur informel a pu contribuer à creuser les inégalités. Et de mon point de vue, il faudrait saisir l'opportunité offerte par la crise de la COVID pour initier des réflexions sur comment mettre en place une véritable protection sociale, en particulier pour les opérateurs du secteur informel, de sorte qu'à la prochaine crise, on sorte un peu de l'improvisation en sachant que il faut avoir quelque chose de consistant pour faire face à la détresse des opérateurs de ce secteur. Le deuxième enseignement qu'on a pu tirer est lié à la nature multisectorielle de la réponse et laquelle a pu poser des problèmes de leadership dans certains cas et qui a engendré des problèmes de coordination de la riposte. Donc, ceci évoque quelques déficiences au niveau du cadre institutionnel de gestion des situations de catastrophe qui n'est pas encore très clair dans un certain nombre de pays. On a également pu noter des difficultés à planifier la riposte parce que là, il faut des techniques spécifiques pour pouvoir planifier les différentes phases de la réponse et faire en sorte que ce plan, le plan qui va en découler, puisse servir de base efficace pour l'organisation sur le terrain des interventions. Donc, dans certains pays, cette phase-là a été un peu laborieuse et d'une certaine façon, ça a pu retarder certaines actions qui auraient pu permettre aussi d'atténuer davantage les impacts de la pandémie. Ensuite, une fois ou dans les cas où les plans étaient prêts, on s'est rendu compte qu'il y avait d'importants déficits de ressources. Et les partenaires ont pu, dans beaucoup de cas, ou en tout cas ont cherché à, comment dirais-je, réallouer des ressources déjà attribuées vers la riposte de la pandémie. Et là, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que le cadre de coordination des partenaires, de l'appui des partenaires existants, n'était pas toujours adapté à des situations de crise parce que la nature des financements, en général, sont beaucoup plus adaptés aux problématiques de développement, mais pas à la crise. Mais on peut quand même noter un effort de la plupart des partenaires à montrer beaucoup de flexibilité pour réallouer donc des ressources existantes vers la riposte à la pandémie. Mais malgré cela, les ressources étaient en deçà des besoins réels. Alors, donc comme déjà mentionné tantôt,
compte tenu des défis mentionnés, nous pensons que l'intégration de la résilience dans les documents programmatiques nationaux aurait pu, d'une certaine façon, permis d'éviter certaines des difficultés mentionnées plus tôt. Et ceci aussi, ce qui est mentionné dans ces documents, devrait faciliter l'organisation sur le plan institutionnel de la riposte et de ce fait devrait traduire également d'un point de vue de l'architecture de la gestion des risques de catastrophe dans ce document programmatique-là. Donc ceci nous conduit au deuxième chapitre pour voir comment on peut intégrer la résilience dans les cadres programmatiques qui sont les plans nationaux de développement, les politiques, les stratégies sectorielles ou des programmes de gestion des risques de catastrophe. Dans ce chapitre se structure en 3 sections. La première pour disséquer le concept de résilience. La seconde section pour en examiner les composantes. La quatrième pour voir pourquoi intégrer la résilience dans les documents programmatiques. Et une fois ceci fait, nous allons voir concrètement comment le faire et quels avantages on pourrait en tirer. Alors, qu'est-ce que la résilience? Il faut dire que c'est un concept qui a été emprunté à la physique et qui traduit la capacité d'un corps à retrouver sa forme initiale après avoir subi un choc. Et la résilience est mesurée par le temps nécessaire à ce retour à la forme initiale du corps après le choc. Donc, c'est un concept qui a été, comment dirais-je, étendu à d'autres disciplines en matière sociale, notamment en psychologie, et qui relativement récemment, a été emprunté également par la gestion des catastrophes et des crises. Et dans ce domaine, la résilience traduit la capacité d'un système ou d'une société à pouvoir venir à bout rapidement d'une catastrophe soudaine ou d'une crise et à rétablir la capacité de fonctionner et d'agir le plus vite possible. Elle comprend d'une façon générale 5 principales phases qui sont interconnectées et qui fondent l'efficacité de la résilience aux catastrophes et aux crises. La première, la prévention des catastrophes. La seconde, la préparation face aux catastrophes. La troisième, la réponse. La quatrième, le recouvrement. Et la cinquième phase, la reconstruction. Nous allons les prendre une à une. Mais bon, je pense que les détails se trouvent dans le cours. Et donc, on va en faire économie ici. Alors, les justifications de l'intégration de la résilience dans les programmes. La première justification, c'est l'ampleur des dégâts des catastrophes. Parce que les catastrophes entraînent beaucoup de dégâts humains, matériels, organisationnels, sur le fonctionnement des systèmes, ainsi de suite. Donc, l'ampleur des dégâts est telle que, après, pour les réparer, ça demande énormément de moyens, qu'en particulier les pays en développement n'ont pas. Donc, tout faire pour gérer au mieux ou éviter ou limiter ces dégâts devient une priorité. Deuxièmement, ce sont les conséquences des catastrophes.
Et ces conséquences, ce sont des pertes en vies humaines, ce sont des pertes d'infrastructures, c'est des retards dans beaucoup de projets de développement. Et c'est aussi la détresse, la misère que ces catastrophes entraînent, en particulier chez les plus vulnérables, qui n'ont pas forcément les moyens de se prémunir des dites catastrophes. Donc ça creuse encore les inégalités qui peuvent déboucher donc sur des conflits sociaux avec d'autres catastrophes qui, elles, en ce moment-là, peuvent être de nature sociale. Ensuite, nous avons les prescriptions du cadre de Yogo qui demandent à ce que l'on veille à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale, et recommande qu'il existe, que soit mis en place un cadre institutionnel solide pour mener à bien les activités correspondantes, de mettre aussi en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe, de renforcer les systèmes d'alerte rapide. Troisièmement, d'utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux. Et le dernier principe instauré par le cadre d'action de Yogo, qui couvre la période 2005 à 2015, de réduire les facteurs de risque sous-jacents. Donc, ces facteurs concernent en général les pratiques, la façon de s'organiser de l'État, qui peuvent, d'une certaine façon, constituer aussi des éléments les facteurs de risque. Alors, ce que nous avons essayé de faire ici, dans le cadre de ce module, c'est de prendre quand même le cas de la COVID, et c'est ce qui était annoncé dès le début, et de voir si nous voulons l'intégrer dans les documents programmatiques, soit le plan national de développement, les stratégies politiques sectorielles, carrément dans des programmes de résilience, de lutte contre les catastrophes. Quelles sont les étapes? Alors, pour ce faire, on considère que ce n'est pas dans ce cadre que nous allons définir la vision. Donc, la vision est déjà en place, elle est donnée. Donc, c'est le niveau le plus élevé en termes de programmation, en termes de planification. Donc, leur vision est donnée. Toujours dans le cadre de cet exercice, on considère que les impacts aussi sont donnés, ou plutôt qu'elles correspondent aux pertes humaines et matérielles. C'est-à-dire que la finalité de la résilience, c'est de réduire les pertes en vies humaines et les pertes matérielles. Donc, si on y arrive, c'est que on va pouvoir améliorer la qualité de vie des citoyens et puis tendre vers la réalisation de la vision. Donc, c'est de réduire, et cette réduction-là doit tendre vers zéro. Avoir des catastrophes avec zéro perte en vies humaines, zéro perte matérielle. Donc, le troisième niveau de résultat, en allant vers le bas, ce sont les effets. Et ce qui est proposé dans ce cadre, dans le cadre de la PBFL ici, c'est de formuler les effets sur la base des 5 phases de la résilience que j'ai mentionnées tantôt. La prévention, la réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les produits qui vont être représentés par tout ce que les détenteurs de droits et les porteurs d'obligations doivent utiliser ou consommer pour pouvoir obtenir les effets.
Donc, sur la base de ce qui vient d'être dit, on a les impacts qui vont être déterminés par les pertes en vies humaines et les pertes matérielles. Et puis là, nous allons formuler les effets. Donc, en prenant les principales fonctions ou les principales étapes de la résilience, nous vous proposons ici la formulation des effets et donc, qui en découlent. Donc, le premier effet concerne la prévention. Donc, si on est bien organisé, c'est que les administrations centrales déconcentrées, décentralisées, ainsi que la population, j'insiste là-dessus, parce que la population aussi doit prendre certaines dispositions qui rentrent dans le cadre de la prévention. Donc, c'est tout ce qu'on sait, non seulement les détenteurs d'obligations, les porteurs d'obligations que sont les administrations, mais également la population qui doit prendre certaines dispositions pour que la prévention soit efficace et permette d'éviter les impacts que j'ai mentionnés tantôt. On a un autre effet qui concerne la deuxième étape, qui est celle donc de la résilience. Ce sont les administrations centrales déconcentrées, décentralisées, ainsi que la population assure la préparation à la pandémie, à la COVID-19. Donc, c'est la même chose qui va être faite avec les autres étapes de la résilience. Et vous avez certainement dû vous rendre compte que quand on dit assurer ou ne pas assurer, c'est une question d'efficacité, c'est une question de performance. Et comme vous le savez, la performance est captée par les effets. Une fois que nous avons formulé les effets, je reviens un peu en arrière pour que vous puissiez vous en rendre compte. On a les administrations centrales, les administrations déconcentrées, les administrations décentralisées, la population. Ça fait beaucoup de choses dans chaque effet. Or, en matière de gestion axée sur les résultats, il y a toujours le S de SMART qui demande que les résultats soient simples pour qu'on puisse facilement distinguer les redevabilités, les accountability. Il faut qu'on puisse les délimiter de façon nette pour permettre aussi le suivi des performances des uns et des autres. Donc, c'est pour ça que l'étape suivante va consister à formuler les finalités et les livrables qui sont liés à chacun de ces effets-là. Et c'est pour cela que cette étape va commencer avant tout par la décomposition de chaque effet en sous-effets. Donc, on va avoir un effet pour les administrations centrales, un effet pour les administrations déconcentrées, ainsi de suite, et également un sous-effet pour les populations. Donc, avec cette décomposition, on peut formuler les sous-effets et ensuite seulement formuler les finalités et les livrables liés à chaque sous-effet. Donc, une fois que ces finalités, ces livrables sont formulés, on peut voir plus spécifiquement ce que chacune des composantes ou chacun des acteurs, je veux dire, de la résilience est appelé à faire pour chacune des étapes de la résilience, dans le cadre de chacune des étapes de la résilience. Et une fois qu'on a un terme qui exprime clairement ce que chacun des groupes d'acteurs est appelé à faire, la suite serait justement de procéder à l'analyse logique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ce qui est indiqué par le sous-effet soit effectivement réalisé par le groupe d'acteurs concernés, soit les administrations centrales? Qu'est-ce qui manque pour qu'elles puissent jouer correctement leur rôle? Même question pour les administrations déconcentrées, ainsi de suite, et également pour les populations. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse causale, ça nous permet de savoir
quels sont les produits qu'il faut mettre à la disposition de chacun de ces groupes-là pour qu'ils puissent effectivement jouer le rôle qui leur revient dans le cadre de la résilience et à chacune des étapes de la résilience. Donc, une fois qu'on a ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut mettre à la disposition de chacun des groupes, donc on n'a plus qu'à formuler les produits et à basculer maintenant dans la remontée vers la vision. Donc, c'est l'autre versant, ou je vais dire l'autre ascendant de la boucle des transformations vertueuses de la PBFL. Donc, on formule les produits, on formule donc le cadre des transformations vertueuses et on met en œuvre. Donc, mais une fois que, mais avant même de mettre en œuvre, ce qu'on vient d'obtenir, à savoir impact, effet, produit, pourra être intégré en gardant cette structure-là, soit dans les plans de développement nationaux, soit dans les politiques sectorielles des différentes administrations. Une fois que le travail est fait de cette façon, il devient facile de bénéficier de tous les avantages, j'insiste là-dessus, de tous les avantages de la PBFL tels qu'ils ont été décrits au module 2 du cours. Et comme je le disais au début du module, la PBFL offre une base objective pour mettre en place les cadres de coordination en matière d'intervention en cas de catastrophe. Parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est de nature fonctionnelle. On sait qui doit assumer quelle fonction, qui doit jouer quel rôle, et ce n'est pas quelque chose à inventer parce que tout est sur papier et découle du rendu de l'analyse qui aura été faite. On sait exactement qui doit jouer quel rôle, étant donné que le fait d'identifier les finalités et les livrables permet automatiquement de savoir qui est en charge de quoi. Et on peut intégrer les choses si on prend les impacts comme base. Après, on a les effets qui relèvent directement des structures ministérielles, ainsi de suite. Donc, grâce à la PBFL, vous pouvez avoir aussi de façon naturelle le cadre de coordination, de gestion de la résilience. Donc, une fois outillé de ces éléments de la PBFL, nous pensons que vous pourrez réfléchir facilement, aisément à la question de réflexion qui va consister à formuler pour chacun des groupes, population et administration centrale, un sous-effet de l'effet 1 sur la prévention, dans lequel le verbe assurer est remplacé par un verbe qui rend concret ce qui est attendu de chaque groupe. Qu'est-ce qui est attendu des populations en matière de prévention? Qu'est-ce qui est attendu des administrations centrales? Juste une des choses attendues des populations en termes de prévention, même chose pour les administrations centrales, et de formuler ensuite les livrables, les finalités et de dérouler la démarche de sorte à ce que nous puissions déboucher sur 2 produits qui vont permettre de réaliser ce qui est au niveau de l'impact. Alors, si vous disposez de temps, ce serait vraiment bien de formuler aussi quelques indicateurs d'impact dans le cadre de cet exercice. La deuxième question de réflexion concerne les principaux défis auxquels la lutte contre la COVID a été confrontée dans votre pays. Donc, on est intéressé à pouvoir entendre un peu de votre expérience. Ça pourrait aider les autres pays qui participent à ce cours-là. Alors, je termine cette présentation avec
une brève de comptoir. La meilleure prévention contre la COVID-19. L'original, c'est la meilleure prévention contre le VIH. C'est encore de ne pas l'attraper. La meilleure prévention contre la COVID-19, c'est encore de ne pas l'attraper. Merci de votre aimable attention.